Et bonjour à tous, bienvenue aux Voix d'Orléans avec cette nouvelle rencontre sur ce thème transmettre le réel par la littérature de fiction avec nous 3 invités. Bonjour Éric Valmire. Bonjour Emmanuel. Vous êtes journaliste et écrivain, secrétaire général de l'information à Radio France, spécialiste notamment de l'Italie où vous avez longtemps été correspondant et auteur de 3 romans. On va parler de l'un d'entre eux dans un instant. Bonjour Édouard Elvis. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur, metteur en scène et comédien camerounais. La Poupée Barbue a obtenu de nombreux prix, dont le prix RFI Théâtre en 2017. Omar Youssef Soleiman, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes journaliste et poète syrien, auteur de ce premier roman, Le Petit Terroriste, que j'ai sur cette table, dont on va parler aussi. Alors vous abordez tous les 3 des thèmes très durs, très ancrés dans l'actualité, le drame des migrants à Lampedusa, les enfants soldats, l'exil, l'emprise de la religion. Omar Youssef Soleiman, votre roman est autobiographique en partie. Quelle différence faites-vous entre le récit et le roman? Qu'est-ce que ça change de positionner son livre comme un roman? D'abord, c'est mon premier roman et en plus, c'est mon premier livre que j'écris dans la langue française. À la base, j'écrivais en arabe. Et c'était vraiment une expérience exceptionnelle pour moi parce que ce livre, je l'ai écrit en arabe au début, en 2016. Et puis, je l'ai réécrit, je ne l'ai pas traduit. Vraiment, je l'ai réécrit en français. C'était à cause, voilà, c'était une rencontre. Vous m'entendez bien? Super. C'était après une rencontre avec mon éditrice, qui est toujours mon éditrice d'aujourd'hui. C'est elle qui m'a proposé de réécrire ce livre en français, et depuis j'écris dans cette langue. Eh bien, pour le récit, en fait, c'est autobiographie. Mais quand on raconte une histoire réelle qu'on a déjà vécue, je pense l'intérêt, ce qu'on doit raconter, ce qu'on a envie de raconter, ce qu'on n'a pas envie de raconter. Pour moi, il y avait aucune limite, c'est-à-dire j'ai raconté tout, mais c'est pas la question de tabou, c'est-à-dire c'est pas seulement de qu'est-ce que je dois raconter afin d'éviter certains risques, mais aussi parce que j'ai un lecteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter une histoire qui, par exemple, cette histoire qui a duré 3 ans et demi en Arabie Saoudite, car j'ai passé mon adolescence en Arabie Saoudite. Mais ça, vous l'avez vécu vraiment, ça? Vous avez passé votre enfance là-bas? Tous les événements dans le livre sont réels. Sauf que je pense comment on va raconter ces événements, comment on va les formuler avec les autres dans le contexte, c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire un récit, ça peut être, je pense même les romans, même les fictions sont toujours liés avec les vrais récits, les vraies histoires de la vie quotidienne, ce qu'on a vécu, etc. Mais on peut ajouter des choses. Dans un récit, pour moi, je n'ajoute pas des histoires, des anecdotes, je peux dire, de fiction. D'accord. Alors Éric Valmire, votre roman commence comme un récit journalistique. Les premières pages sont très fortes. Elles m'ont tout de suite happé, en fait, ces pages-là, Éric, parce qu'on est tout de suite dans les faits, on est tout de suite dans l'action, si je peux dire. Et puis peu à peu, comme ça, vous développez votre histoire. C'est habile, maîtrisé, mais ne transformez-vous pas la réalité en faisant un roman? Bien au contraire. Bien au contraire, ayant la culture du reportage, puisque je viens du reportage dans le journalisme, Lampedusa, je me suis rendu compte que personne ne connaissait cette île déjà pour commencer. Et qu'est-ce qu'on savait de Lampedusa, à part que c'était une île où les migrants venaient s'échouer ou étaient là. On ne parle que de Lampedusa par le prisme des migrants. On ne sait pas que c'est une petite île de 20 km², de la pointe est à la pointe ouest, on met un quart d'heure à vélo, donc c'est minuscule, c'est 20 km². On ne sait pas qu'il y a 5000 personnes qui vivent là. On ne sait pas que ces 5000 personnes vivent sans infrastructure réelle. Il n'y a pas d'hôpital à Lampedusa, par exemple. Et moi, pour y être allé plusieurs fois en reportage, j'ai toujours, petit à petit, me suis lié d'amitié avec les habitants. Et j'avais envie de raconter leur histoire, parce que leur histoire, elle est racontée nulle part, en fait, même pas dans un reportage. Et j'avais vraiment envie de parler de ce quotidien, de ces gens qui doivent, comment dire, être confrontés à cette difficulté-là permanente. Mais en fait, le livre, il est venu instinctivement parce que un soir, alors que j'étais là, justement, simplement là, à la fin d'un reportage, à dormir chez des habitants avec qui j'étais ami, c'était le 3 octobre 2013, il y a eu à 3h du matin une alerte générale. Un bateau venait de couler à 800 mètres de la principale plage et tout le monde se demandait comment ce bateau avait réussi à venir jusque-là. Parce que avec tous les bateaux militaires qu'il y a au large, comment ce bateau a pu passer? Bon bref, il est passé, il a coulé.
Et là, il n'y avait pas de garde-côte. Il y a tout le monde qui a mis une embarcation à la mer, les pêcheurs, les gens, tout ce qui était une petite barque. Et on est tous allés au large. Et donc, dans la nuit, 3 heures du matin, donc on s'aveugle avec les lampes torches et avec les bateaux des pêcheurs. Et on entend les cris. On voit la houle, on voit les cris et on voit les corps. Et donc on prend une main au hasard, mais dans un tumulte d'eau, de lumière, de cris, et on prend une main, et les mains sont couvertes de fioul, parce que les embarcations sont pleines de fioul, parce que ça ne tient pas. Et la main glisse, parce qu'elle est couverte de fioul, donc on n'arrive pas. On essaye d'attraper par le t-shirt, et le t-shirt craque. Et il y a le regard. Parce que pendant ça dure quoi, 3 secondes, mais il y a le regard. Et dans l'échange de regards, il y a t'y arrives et ouais, je fais tout. Et après, c'est tant pis, merci quand même, en gros. Et qu'est-ce que vous faites de ça après? Je veux dire, 300 morts, hein, 30 survivants, pas plus. Tout le monde le sait, ça, que les gens meurent en mer. Maintenant, tout le monde l'a intégré. Mais entre le savoir intellectuellement et le vivre, je me suis dit et qu'est-ce que j'allais en faire, moi, de toute façon? J'allais en faire un reportage, le raconter? Ce serait la énième histoire. Et qu'est-ce que j'apporterais de plus, puisque de toute façon, je ne pouvais pas, par le journalisme, dire autre chose que faire passer ce que j'avais vécu. Je trouvais que la littérature était le seul point intéressant. Mais la littérature, non pas pour raconter ça, parce que le journalisme, en fait, il s'arrêterait à cette horreur-là, c'est-à-dire à ce fait qui suffit à lui-même et sur lequel on peut d'ailleurs appuyer pour ajouter à l'horreur. Ça, c'est le défaut un peu du journalisme, c'est d'être un peu à l'excès, quoi. Puisqu'on a un truc abominable qui est arrivé, on va peut-être encore le rendre un peu plus abominable. On n'est pas dans la psychologie des personnages. Donc avec le roman, on insiste encore plus finalement. Non, parce qu'on est dans l'émotion. En fait, le roman, il naît de cette expérience-là, mais surtout de la prise de conscience à ce moment-là de ce que vivaient les gens de Lampedusa. Parce que ce que je venais de vivre là, les pêcheurs le vivaient régulièrement. Avec vous, ouais. Et qu'est-ce qu'ils font de ça? Ils rentrent le soir chez eux, les corps, parfois, ils les rejettent à la mer parce que c'est des ennuis avec la bureaucratie et les gardes-côtes en rentrant. Il n'y a pas d'hôpital, donc il n'y a pas de psy. Aujourd'hui, vous avez un accident de voiture, vous voyez un cadavre, quelqu'un qui meurt dans vos bras, on ne le souhaite à personne, mais si ça arrive ici, tout de suite, vous aurez un soutien psychologique, vous irez voir un psy, vous serez traité médicalement. Là-bas, ça n'existe pas. Donc on se lave les mains avec ça et on doit vivre avec. Et ce qui m'intéressait avec la littérature, c'est justement comment on vit avec ça. C'est quoi la lumière dans ces ténèbres? Comment on arrive à faire tourner son île, à vivre sa vie, à aimer ce qu'on aime et à intégrer ce devoir d'humanité qui est là et qu'on doit avoir en soi tout le temps. C'est pour ça que la littérature était pour moi le meilleur remède et que le journalisme ne servait à rien dans ce cas précis. C'est un peu de ce que vous avez vécu finalement, que vous avez mis dans ce livre-là, parce qu'il est question de radio, d'émissions de radio aussi, enfin, il y a plein de choses qui font partie de vous finalement, Eric, et vous avez puisé en fait tout ce que vous ne pouviez pas dire en reportage, c'est ça? Je crois que je raconte quand même le quotidien des gens de l'île. Oui. Il y a des portraits tout ce qui est là, c'est alors évidemment il y a toujours une part de soi, mais c'était pas mon propos. Je pense que vraiment la littérature peut se substituer parfois au journalisme. Et que c'est très documenté finalement. C'est très documenté parce que c'est un peu la petite histoire dans la grande histoire. Je dis n'importe quoi, on va faire un livre ou un film sur l'assassinat de Kennedy, ce ne sera pas la matière première, mais on va l'inscrire dans cette période-là. Et donc ça va être un contexte. Là c'est la même chose, sauf que le contexte on ne le connaît pas. Mais il y a évidemment des personnages qu'on connaît bien qui s'appellent Silvio Berlusconi, un peu moins le maire de Lille, le docteur de Lille. Le militant un peu militant un peu idéologique d'extrême gauche de Lille. Il y a ces 4-5 pivots qui sont là et tout le reste est simplement imaginaire. Parce que je me suis demandé aussi pourquoi il y avait encore autant de jeunes à Lampedusa. J'ai dit il n'y a rien, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de librairie. Donc qu'est-ce que font les jeunes ? Qu'est-ce que font les jeunes à Lampedusa? Et moi, quand je me suis dit, je vais faire le livre, j'y suis retourné, puisque je connaissais du monde, et j'y suis resté 3 semaines sans rien faire. Mais vraiment sans rien faire, pour comprendre. Et à rester 3 heures sur un rocher à regarder la mer, à faire du scooter sans casque. Il me manquait l'effet du vent dans les cheveux, mais il y avait quand même la sensation de liberté. Et c'était
Et c'était passionnant parce que j'ai compris qu'il y avait là un rapport à la terre qui est très fort. Un rapport à la terre, aux éléments naturels. On vit avec le soleil, avec le lever et le coucher du soleil. On vit avec la mer. On vit avec les éléments naturels, tu ne peux pas dire mieux. Et c'est vraiment quelque chose de très fort. De fait que quand les jeunes de Lampedusa s'en vont, ils ont grandi avec ça. C'est un décor paradisiaque, Lampedusa. Ce serait tellement plus facile que les migrants meurent dans une mer polluée et pourrie. Non, c'est des décors de cartes postales. C'est une île magnifique. C'était avant que les migrants arrivent, c'était le jet set, le paradis de jet-setters milanais, quoi. Aujourd'hui, c'est une île qui développe un tourisme écologique, environnemental, de farniente avec tout ça. J'ai perdu le fil, pardon, je voulais dire que... oui, que les jeunes partent faire des études. Non, mais ils partent faire des études en Sicile, à Milan, à Turin. Et beaucoup reviennent. Ouais. Beaucoup reviennent parce que ce rapport à la terre est beaucoup plus fort et ils se disent que ce monde globalisé ne les intéresse pas et qu'ils préfèrent revenir sur leur terre où ils ont grandi pour voir comment ils peuvent venir en aide de Lampedusa. Et donc l'île devient le personnage principal. Ouais. Édouard Lévis, votre pièce de théâtre sur les enfants soldats et ce dialogue avec cette adolescente victime d'un viol collectif, ça existe. Sauf que vous en avez fait une pièce de théâtre très poétique, très bien écrite, avec plein d'images, plein de symboles. Merci. Tout y est dans cette pièce de théâtre. Je parlais en introduction tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, du drame du Kivu avec le docteur Mukwege qu'on avait reçu dans l'émission. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu penser à ça, parce que la seule façon de pouvoir en parler, comme disait ce médecin, il me disait, moi, à la radio, j'ai du mal en fait à entendre l'histoire de ces personnes qui ont été violées, massacrées, et qu'il faut qu'on reconstruise par la chirurgie, parce que ça m'empêche de faire mon travail. Et là, effectivement, quand on lit tout ce que vous écrivez, Édouard, en fait, il y a quelque chose de un peu semblable à ça. C'est que c'est peut-être trop dur de le raconter sous la forme d'un reportage et plus pudique de l'écrire sous la forme d'une pièce de théâtre. Oui, effectivement, il y a une certaine distance qui s'impose pour aborder un sujet aussi dur que la question du viol en temps de guerre. Et effectivement, vous vous doutez bien que pour écrire une pièce comme celle-là, j'ai dû aller lire, regarder pas mal de choses sur tout ce qui s'est passé au Congo. Je ne connaissais pas encore ce docteur-là, mais j'ai vu des choses terribles. Et aussi un peu partout. Et ce n'est pas que dans des situations de guerre que des femmes ou des petites filles sont violées, sont embarquées comme ça dans des histoires terribles. Donc voilà, effectivement, je suis parti de ça et de l'aborder sous le prisme de la pièce de théâtre, comme ça, avec parfois... un peu d'humour, parfois un peu de... Voilà, ça permet évidemment aux spectateurs de supporter, peut-être moi aussi à l'auteur d'aller jusqu'au bout du projet. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui fait que ce soit... parce que quand j'aborde le sujet, je me dis, ok, voilà, je veux parler de ça. Mais pourquoi vous avez voulu parler de ça ? Alors, ce que je dois dire déjà, ce livre-là, La poupée barbue, c'est le deuxième volet d'un diptyque. Donc, j'avais écrit un premier livre, À la guerre comme à la Game Boy, où c'était un jeune garçon, un petit enfant qui s'adressait comme ça à une jeune fille, également dans une situation de guerre. Donc, le projet initial n'était pas celui d'un diptyque. Donc, moi, je savais que j'en avais terminé avec le projet. Alors, j'ai écrit À la guerre comme à la Game Boy. Le texte a été publié par mon éditeur qui est là, Émile Lanzmann. Voilà. Et quelques temps après, le Cameroun, parce que j'ai écrit À la guerre comme à la Game Boy, je crois, en 2014. Et... donc j'ai achevé de l'écrire en 2014. En décembre 2014, le Cameroun a vécu ses premiers attentats terroristes. On n'avait jamais connu ça. Je n'avais jamais imaginé que des choses comme ça arriveraient. Qu'est-ce que les terroristes ont à revendiquer au Cameroun? Pour moi, c'était quelque chose de très lointain. Alors, le Cameroun a eu ces attentats dans le nord du pays et les personnes qui se sont fait exploser, c'était des jeunes filles, c'était des petites filles.
qui avait été enlevé au Nigeria dans un lycée haute et puis qui avait été envoyé se faire exploser comme ça. Alors là, je me suis rendu compte que peut-être que ma pièce n'était pas achevée et qu'il fallait peut-être regarder la guerre du point de vue des petites filles qui se font enlever, enrôler comme ça. C'est comme ça que je suis rentré dans ce sujet-là. Omar Youssef Souleiman, votre récit est très prenant aussi parce que vous racontez la fuite d'un jeune homme de la Syrie vers la France. C'est un livre aussi sur la confrontation de deux cultures, de deux mondes. Toutes les sensations du personnage sont décrites. Et c'est cela finalement, la différence entre un reportage qu'on pourrait lire sur un exilé, quelqu'un qui part de la Syrie. On a plein d'exemples, plein d'articles là-dessus, et un roman. Parce qu'on a les sensations, c'est ce qu'on disait avec Eric Valmir à l'instant, on a les sensations du personnage. Et vous arrivez vraiment à chaque chapitre, en plus vous avez des chapitres très courts qui nous plongent vraiment dans l'ambiance du moment, vous arrivez à chaque fois à nous mettre dans la peau du personnage et dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il sent, toutes les sensations sont là. Je pense que c'est ça l'avantage de raconter une histoire réelle par rapport à la littérature. C'est-à-dire, on ne raconte pas, c'est pas comme un reportage. Il y a une manière, comme Eric a dit, il y a l'émotion, on n'a pas un style froid. Alors, cette histoire n'est pas du tout terrible parce que je raconte là-dedans comment je suis sorti de la Syrie. C'était en 2012. Alors, au début, c'est intéressant aussi, je pense, pour moi de dire qu'au début, pendant 12 ans, je n'arrivais jamais à raconter cette histoire aux gens parce que chaque fois quand je le raconte, je deviens déprimé, je pleure, etc. Parce que c'était pas du tout facile d'être déchiré de son propre pays. Mais je pense toujours, personnellement, j'ai besoin de temps pour raconter une histoire. C'est-à-dire, c'est comme le miroir, on a besoin d'être un peu loin pour revoir les choses plus clairement. Donc, cette sortie, à la base de cette sortie en Jordanie, par le trafic, par un chemin secret, comme beaucoup de Syriens qui ont fui, parce que je travaillais comme un journaliste et j'étais engagé dans les événements syriens. Et donc j'ai fui en Jordanie, dans les montagnes, et puis je suis resté dans un camp pour les réfugiés syriens, dans une petite ville qui s'appelle Ramsa. Et puis je suis sorti de ce camp, je suis allé à Amman, et là-bas la police jordanienne m'en a arrêté, c'est-à-dire j'ai fui de la police syrienne et la police jordanienne m'en a arrêté. C'était très agréable. Et puis voilà, donc en sortant de la prison, j'ai commandé l'asile politique de l'ambassade française. Alors il y a toujours cette question, pourquoi aussi je raconte dans le bouquin. Alors je ne vais pas raconter tout comme ça, les gens l'achètent quoi. Mais il y a certains points que je raconte rapidement. Allez-y, parce que c'est un poche, ils peuvent l'acheter quand même. Si je parle beaucoup, tu me dis j'arrête. Non, vas-y. Ok, je continue. Alors, pourquoi l'ambassade, pourquoi la France? Parce que c'est toujours une question qu'on le dépose, que je dis dans le livre. D'abord, tu es intéressé par rapport à la culture française, la littérature française. La France, pour moi, c'était vraiment le pays de Paul Éluard, d'Aragon, que j'étais vraiment fan de Paul Éluard quand j'étais ado. Eh bien, donc j'ai commandé l'asile politique et heureusement pour moi, j'avais de la chance parce que l'ambassade, ils m'ont donné un rendez-vous rapidement. Et j'y suis allé, j'ai fait un entretien avec l'ambassadrice qui s'appelle Corinne à la base, c'était très très gentil. Elle était trop belle aussi, c'était vraiment une femme vraiment correcte quoi. Enfin bref, bateau, désolé. Et bien finalement elle a accepté mon asile et le lendemain j'étais à Paris. C'est-à-dire vraiment c'était un chemin, j'ai pas traversé la mer, j'avais de la chance. J'étais pas bougé beaucoup dans plusieurs pays, j'ai pas vécu suffisamment la violence. Je veux dire, comme beaucoup de réfugiés qui sont venus après en Europe, donc c'est un grand sujet. Et qui ont subi la violence. Après, vous, la douleur, en fait, c'était la fracture. Grave, oui, bien sûr. C'est ça. Exactement. Mais alors, ça, c'est la première partie du livre. Après, la deuxième partie, c'était l'histoire principale. Et je voudrais dire aussi pourquoi j'ai décidé de raconter cette histoire et pourquoi le petit terroriste, car... Alors quand j'étais ado, j'ai vécu... Pourquoi c'est après les événements de Charlie Hebdo, quand j'étais à Paris, la grande manif à la République qui m'a touché beaucoup. Parce que quand j'ai entendu le slogan contre le massacre, c'était exactement le même slogan qu'on a répété en Syrie au début de la Révolution. Donc vraiment, j'ai pleuré de la joie. À quel point on est vraiment unis comme des peuples dans ce monde. Et à quel point aussi les assassins sont pareils, soit le régime de Bachar al-Assad, soit les islamistes. C'est-à-dire, même le slogan dans une autre langue, la langue française, elle était les mêmes mots et le même rime. Donc ça m'a touché beaucoup et ça m'a fait rappeler
cette histoire que j'ai vécue en Arabie Saoudite, car j'étais très attaché par rapport à Al-Qaïda, Osama Ben Laden. Moi, j'ai vécu entre 1999 jusqu'à 2003 à peu près. Et c'était l'époque de 11 septembre. J'avais 13 ans quand je suis allé en Arabie Saoudite. Je suis parti à l'âge de 17 ans. Donc les événements de 11 septembre ont changé vraiment ma vie, comme beaucoup de monde dans cette société en Arabie Saoudite. Et ça m'a intéressé beaucoup de raconter c'était quoi la réaction de la société dans ce pays après ces événements. Pourquoi, à quel point elle était vraiment était fan de Osama Ben Laden, surtout les adolescents et les jeunes. Osama Ben Laden était vraiment l'héros qui va sauver le monde arabe contre l'idéologie, contre l'impérialisme, contre Israël qui attaque les Palestiniens. Et bien sûr, malheureusement, le média à la base, on jouait beaucoup. Les médias qui sont engagés avec les frères musulmans, ils sont avec les islamistes dans le monde arabe, surtout Al Jazeera. Et donc, moi, j'étais parmi ces gens parce qu'à l'école, à la maison, dans la rue, au télé, on entend toujours que Osama Ben Laden, c'est l'héros. Et autant ado, j'avais besoin d'un exemple. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, par exemple, les ados ici, c'est quoi leur exemple? On peut dire Johnny, on peut dire Michael Jackson, je sais pas. Non, ça, c'est fini. On dit quoi aujourd'hui? Michael Jackson, c'est fini. Mais Johnny, Aznavour, plein de raisons. Aznavour, c'est avant. Aznavour, non. Aznavour encore c'est très moins. ancien, c'est mort. mais attendez, je veux juste qu'on ressente quand même, parce que il y a quelque chose qui m'interpelle et qui me fait un peu peur en fait dans ce que vous dites. Ah bon? Votre héros, c'était Osama Ben Laden? Oui. C'était l'héros, c'était l'exemple. Mais pas pour moi, pour beaucoup c'est l'exemple pourquoi autour de moi. L'exemple, l'héros qui va sauver son... Parce que dans le monde arabe, on a beaucoup de souffrance, beaucoup de complexité dans l'histoire. On vit dans une situation pas du tout juste, une situation économique horrible. Ouais. On a besoin de quelqu'un qui nous sauve. Donc comme le média a profité de ces événements, ils ont représenté Osama Ben Laden comme l'héros. Donc beaucoup de monde l'ont cru. Donc ils ont déformé la réalité. Exactement. Et donc moi j'étais parmi ces gens, c'est-à-dire mon rêve à la base c'est faire des attentats comme Osama Ben Laden, étudier l'architecte comme Mohammed Atta pour faire un attentat aux États-Unis, pour sauver, être l'héros, être l'action, vivre l'action. Mais aussi pourquoi? C'est vraiment très... Pourquoi on est devenu très engagé dans ces événements? Parce que dans la société saoudienne, le cas du racisme, le cas de la haine, de la violence, c'est impossible, surtout contre les étrangers. Parce que moi, j'ai vécu là-bas avec ma famille, avec mon père et ma mère et mon grand frère. On n'arrivait même pas à sortir de la maison pendant les vacances. Parce qu'on avait une autre couleur, un autre accent. Il n'y a aucune loi qui nous protège. Donc on vivait dans une violence qui nous entourait. Comme une réponse à cette violence, j'ai choisi je rêvais d'être comme Osama Ben Laden. Mais ce qui a aussi m'a basculé après, parce que aussi, c'est le moment quand j'ai fait le pèlerinage, que c'était vraiment des moments incroyables. Parce que aussi, un bout de rôle là, je te rejoins, parce qu'on peut aussi raconter la violence, la torture et les histoires très dures par une manière, c'est ça l'avantage de la littérature, par une manière, on peut dire, drôle, par beaucoup d'humour. On n'est pas besoin d'être... Mais on peut rire de ça pour vous? Oui, grave, oui, bien sûr. Parce que, par exemple, on a c'était vraiment une histoire drôle parce qu'il y a le paradoxe là-bas dans ce. Moi, je sais pas ce qui est drôle là pour l'instant, mais. J'arrive, je te. D'accord. C'est pas drôle, tu me dis. Bon, je sais pas, moi c'est bon. Par exemple, à la Mecque, c'est la ville la ville sacrée pour les Saoudiens et pour le monde musulman. C'est la seule ville où les femmes n'ont pas le droit de masquer leur visage. Alors moi, autant ado, j'avais 15 ans, bien que j'étais très très croyant. Et j'ai pas vu aucun visage d'aucune femme que le visage de ma mère et son infirmière qui s'appelle Mona. Donc Mona était beaucoup plus âgée que moi, mais elle était vraiment mon exemple sexuel à la base. Parce que c'est le seul visage que j'ai vu pendant 12 ans. Ouais, allez au fait. Exactement. Grave. Non, allez-y. Enfin. Merci. Ah, je pars, oui. Concluez. Je tape. Voilà. Et à la Mecque, j'ai profité à fond de cette situation. C'est-à-dire vraiment, j'étais dans une ville sacrée très proche d'Allah, mais j'ai vécu des femmes trop belles de toutes les nationalités. C'est-à-dire, je regardais tout le temps les femmes. Et c'est ça ce qui m'a fait vraiment... je sentais dans une situation comme c'était la schizophrénie. Ah bah là oui. À la Mecque. Parce qu'entre rêver d'être Osama Ben Laden et aller voir les femmes à la Mecque les femmes tout le temps, et fantasmer sur les femmes, il y a juste un truc proche au diable, au milieu. Exactement. Et Allah m'a pas sauvé à la base. Pourquoi il m'a protégé? Parce que regarder les femmes, autant quelqu'un croyant en musulman, on va à l'enfer. Pourquoi vous rêviez d'être Osama Ben Laden? Pour être quoi?
Malgré la déformation d'information, pour ça on a être un compris. héros, pour être Mais un un héros de quoi? Un héros qui va sauver le monde arabe de la violence. En tuant des gens. D'accord. Ouais. Bah, en fait, c'est ça ce qui est drôle, peut-être. Bah non. On n'est pas drôle. Ok, attends, j'arrive. Excusez-moi, mais non. Parce que vivre, en fait, c'était le fantasme. C'est-à-dire. Ouais, vous étiez dans un fantasme, ouais, c'est ça. Ça explique un peu pourquoi beaucoup de jeunes françaises, on a 700, même plus, qui ont voyagé en Syrie ces dernières années pour faire le Oui, djihad. oui. On se pose cette question. Oui. Pourquoi? Oui, dites-nous alors. Moi, je vous pose la question. Pourquoi? Ah. Ils sont des jeunes qui n'ont jamais grandi, ils n'ont jamais éduqué dans l'islam. Ouais, ils sont dans un fantasme, c'est ça que vous voulez dire. D'accord. Dans l'action aussi, Alors. étaient des gens perdus, ils ont perdu la confiance dans notre propre pays. Ils n'ont plus d'avenir. D'accord. Ils sont au chômage et bon, il part pour faire le djihad. Ils ne pensent pas à l'avenir. Ils sont vraiment très très jeunes. Ce qui les intéresse, c'est vraiment l'action. C'est pas l'idée générale. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ce fantasme maintenant? Alors vous en avez fait un livre. Moi j'ai été étonné par le titre, hein, Le petit terroriste, pour tout vous dire. C'est ça, parce que c'est pas un vrai Mais terroriste. C'est voilà, bah non. un ado. Et en fait, on a l'impression que vous jouez avec tous les mots, avec toutes les situations. Quand vous parlez de Charlie Hebdo, c'est à la fois émouvant et à la fois détaché de la situation. Sans doute parce que vous avez vécu des situations de guerre aussi, que vous avez vues, ou des situations au même niveau finalement. Car je vous posais la question. Mais Si il y a un j'étais- détachement et il y a une dérision dans tout ce que vous dites. Ouais. Alors aujourd'hui, vous en êtes où en fait? Bah, moi, en fait, après cette histoire de la Mecque, de pèlerinage, Oui. etc., j'ai décidé de relire le Coran. À nouveau, eh bien, c'est une grande histoire, je ne vais pas raconter tout. Non, parce qu'on va laisser la parole à Eric Valmir et puis à Edouard Elvis. Mais j'ai décidé de relire le Coran sans aucun tabou. Et ça m'a pris des mois et des mois après. Aussi, c'était le moment où mon père il a installé l'Internet chez nous, à la maison à Riyad, parce que quasiment la plupart des livres hors de l'islam sont interdits en Arabie Saoudite. Donc j'ai profité de lire beaucoup de choses qui n'étaient pas, heureusement, on a l'Internet. Et donc Le résultat, c'est de quitter la religion et de devenir complètement athée. Voilà. D'accord. Simplement. Et c'est grâce, en fait, je dis toujours, je suis devenu athée, je n'avais pas besoin de sources. D'ailleurs, je suis devenu athée grâce au Coran. Voilà. Mais en fait, ça me fait penser à un autre texte, il faut lire Le Petit Terroriste, mais à un autre texte d'Alamut de Bartol. Ouais. En fait, c'est l'histoire donc dans un royaume imaginaire au Xe siècle, de jeunes djihadistes qui sont donc formés pour aller au combat sans avoir peur de la mort. Pourquoi ils n'ont pas peur de la mort? Parce qu'au paradis, ils vont rencontrer des créatures sublimes avec qui ils vont faire l'amour jusqu'à l'éternité. Exactement. Ouais. Et ça, une des raisons, Eric, pourquoi aussi j'ai quitté la religion, parce que je me disais tout le temps, qu'est-ce que je vais trouver au paradis? Je vais trouver 72 vierges. Ah, ça, vous y avez cru alors? Grave, oui, bien sûr. Et à l'enfer, qui je vais trouver? Mais la catastrophe, au paradis, je vais trouver tous les camarades de l'école, je vais trouver les gens moches qui m'attendent. Mais à l'enfer, je vais trouver Angelina Jolie, Marilyn Monroe, toutes les femmes les plus belles du monde. Donc c'est pour ça que je me disais, je vais à l'enfer et j'ai pas besoin de 72 vierges. C'est un beau sagesse quand même, je pense. C'est plus fort que d'être entouré par 72 vierges. Je sais pas du tout comment enchaîner en fait, parce que j'ai plein de questions. Désolé. Hein. Et je suis en train de regarder depuis tout à l'heure avec quoi je peux enchaîner et je peux avec rien. Peut-être si tu veux. Alors, je te pose une question. Ouais. Edouard, juste une chose sur l'humour, parce que effectivement, moi, c'est ce qui m'a marqué dans votre pièce de théâtre, c'est l'humour. Il y a pas mal d'humour et la situation est dramatique. Cet échange est très dur, très conflictuel au départ. Et ce qu'a vécu cette jeune femme, c'est terrible. Et cet enfant soldat, il est perdu aussi. Pourquoi avoir utilisé l'humour? Là aussi, c'est une façon de porter finalement un propos avec de la dérision pour alléger peut-être la situation. Oui, et ce qu'il dit là, ça me rappelle, dans le premier volet, à la guerre comme à la Game Boy, oui. Où c'est le petit garçon, oui. Justement, le principe que j'ai utilisé, c'est que c'est un petit garçon qui raconte la guerre avec des références liées à la bande dessinée et aux jeux vidéo. Donc, c'est des personnages de jeux vidéo, ou bien, c'est pour ça que je peux un peu comprendre ces références parfois à des réalités qui peuvent être déformées ou mal interprétées. Il y avait quelque chose qui était très aberrant après les attentats. Parfois, en sillonnant les villes africaines, parfois vous voyez des t-shirts imprimés d'Oussama Bin Laden. Ça, c'était fréquent. Donc malheureusement. Parce que c'était devenu un phénomène médiatique en fait. Voilà, phénomène médiatique. Ouais. Voilà. Mais... Donc, alors la question là maintenant c'était, je n'ai pas bien compris. L'humour. L'humour, voilà. Pourquoi utiliser l'humour sur un sujet si grave?
Alors, pourquoi... Pas si grave, si dur à raconter, en fait. Oui, pourquoi utiliser l'humour? Parce que moi, je pense que la vie est faite de tout. Hein. C'est-à-dire qu'on rit, on pleure. Donc déjà, en général, dans mon écriture, j'aime pas être très linéaire. J'aime que ce soit nuancé. On peut écraser une larme et puis on peut sourire. J'aime des comédies. Donc j'aime des comédies, j'aime des histoires qui se terminent bien ou alors qui ouvrent quand même sur une brèche d'espoir. Donc voilà, donc l'humour, à mon avis, je parlais tout à l'heure avec une journaliste, là, je lui racontais pourquoi moi je trouve assez efficace de passer par la littérature, par l'art, par quelque chose de ludique comme ça pour passer des messages forts. Ça, je le vis, ou je le fais avec ma compagnie de théâtre au Cameroun, où on fait beaucoup de théâtre de sensibilisation. On travaille avec des ONG, et souvent quand on va jouer dans des villages, des gens comprennent mieux que peut-être ce que viennent leur dire lors des forums ou tout le reste. Donc voilà, avec l'humour aussi, j'ai l'impression que ça permet d'atténuer le propos, et effectivement, ça me semble plus efficace aussi. Alors vis-à-vis de l'Occident, quand on parle des enfants soldats, pensez-vous que l'information est suffisante? Parce que c'est vrai qu'on a du mal à appréhender ce sujet-là quand on est loin. C'est une réalité qui finalement n'est pas tant explorée que ça. Est-ce que vous pensez qu'on fait suffisamment d'infos, on informe suffisamment le monde sur la thématique que vous avez choisie dans votre pièce? Je pense qu'on n'en fait pas assez, ou sinon c'est souvent présenté comme quelque chose de très lointain. C'est ça. Qui appartient à un continent ou à une région du monde qui n'est pas vrai. Donc c'est des choses qui peuvent arriver à tout moment, et évidemment il faudrait que l'Occident soit encore plus informé, un peu plus, je pense quoi. Je pense qu'on n'en fait pas assez, à mon avis, et ça, c'est l'impression. Quand on me dit souvent, bon voilà, c'est une réalité en Afrique. Bon, moi je vis au Cameroun, hein, on n'a jamais vécu ce que je raconte dans mon roman, mais j'écris aussi mes peurs un peu. C'est-à-dire j'écris aussi mes peurs, et voilà, donc voilà, pour répondre à cette question, je pense que l'Occident n'est pas assez informé, sinon il y a une caricature ou alors une présentation des choses avec un recul, en disant voilà. J'ai eu, on m'avait sollicité pour une résidence quelque part où je devais faire des interventions en milieu scolaire. Et on m'a demandé d'envoyer des textes que j'avais écrits. Et puis j'ai envoyé, et on m'a dit non, ça c'est trop dur, ça on peut pas le lire à nos enfants ici et tout, voilà. Donc moi ça m'a un peu... Éric Valmire, concernant le drame des migrants et notamment Lampedusa, il y a eu beaucoup de reportages, mais aussi beaucoup de livres et de films sur le sujet. Des écrivains se sont exprimés, mobilisés, des acteurs aussi. C'est ça qui a changé notre perception de la situation, vous pensez? Ah mais moi je crois qu'on est totalement à côté. D'ailleurs moi j'en parle même pas. La scène que j'ai décrite tout à l'heure, quand on a vécu ça et qu'on revient en France et qu'on regarde l'instrumentalisation politique autour du drame des migrants, d'un côté comme de l'autre, on est complètement à côté de la plaque. Non mais on n'est pas sur le réel, on est simplement sur du positionnement politique partisan pour des vues électoralistes à court terme. C'est rien d'autre que ça. Mais pas les artistes, pas les écrivains. Mais les écrivains, pardon, mais ils savent de quoi ils parlent aussi. Non, mais je veux dire, quand je dis qu'il faut l'avoir vécu, c'est une chose de l'intégrer intellectuellement et d'en parler et de prendre position et de le vivre. Moi, avant, je pouvais éventuellement, c'est ce que je faisais moi aussi. Mais une fois que vous l'avez vécu, vous passez de l'autre côté. Et c'est plus du tout la même chose. Et donc, c'est pas une histoire d'être à fleur de peau, mais ce débat sur l'immigration, par exemple, à Lampedusa, ils l'ont pas. Ils n'ont pas le luxe du débat. Vous prenez quelqu'un qui a des positions très conservatrices, qui est raciste et qui est anti-immigré, il est dans la barque avec un migrant qui lui tend la main, il lui tend la main, il ne va pas le laisser se noyer.
Sinon, ce serait une bête immonde, de toute façon. Donc, si vous voulez, le débat n'existe pas. Il n'existe pas. Il y a un devoir d'humanité qui est intégré dans chacune des personnes qui sont là-bas. Et donc, quand vous revenez en France et que vous voyez ce délire, moi, je refuse. Je suis invité dans les débats sur la question. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je n'ai pas envie. Tout le monde jette de l'huile sur le feu. D'un côté, il va y avoir les grands humanistes qui vont dire ouvrons les frontières, mettons 150 bateaux en Méditerranée. C'est pas ça qui résoudra le problème non plus, même s'il y a un devoir d'humanité à faire et qu'il faut sauver la vie des gens qui sont là et qu'il y a dans le droit maritime, mais là je me base sur les textes, dans les droits maritimes, on a l'obligation de sauver les gens en mer. Là, on les laisse mourir. Donc là, il y a une infraction à la loi qui est clairement déterminée. Mais ceux qui en parlent d'une position dite humaniste, ils sont là aussi pour conforter un discours politique. Et de l'autre côté, bon, je ne parle même pas de ceux qui sont anti et qui donc disent les immigrés c'est notre perte et voilà. Et au milieu de tout ça, vous n'avez rien. Et ce qui m'intéressait justement dans la littérature, c'est que on n'a que des nuances. On n'a pas des positions binaires. On a des nuances. Pourquoi d'un seul coup ça devrait être tout pour ou tout contre ? Pourquoi on ne peut pas se poser la question de réfléchir ce que ça pose comme question et comment on peut y répondre ? C'est tout. Moi, après, on ne peut pas aller bien plus loin, quoi. Donc l'info a besoin de la culture pour éveiller les consciences ? Ben, si j'ai fait un livre, c'est que pour moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de... Moi, j'adore mon métier, hein, sinon je ne le ferai plus. Mais il ne faut pas avoir peur de montrer les limites aussi. Il y a parfois des limites. Je trouve que parfois, dans le journalisme, on est un peu trop simpliste et qu'on cède à des facilités. Et ça permet une autocritique alors d'écrire un livre. Parce que là, par exemple, il y a un passage... Il y a une petite autocritique pour la profession quand même dans ce livre. Vous écrivez par exemple, si tous les comportements possibles se retrouvent chez les migrants, la règle affecte les insulaires aussi. Les réunions publiques écornent les principes de solidarité. Notre réputation médiatique d'apôtre de l'accueil est malmenée par les interventions viriles de nouveaux groupes constitués. Et on ne voit qu'eux à la télé. Les journalistes passent leur temps à leur donner la parole. La presse à Lampedusa, c'est une catastrophe. Ils vont à Lampedusa seulement quand il y a un naufrage avec un nombre record de victimes. Et là, ils vont à Lampedusa. Ils arrivent le matin, ils font l'interview de l'ONG. S'ils peuvent faire un tour en mer avec les caméras et avec des gens qui ont sauvé ou qui ont fait du sauvetage parfait, on va faire le maire. Et puis, comme ils ne parlent pas la langue, parce qu'il y a aussi la barrière de la langue, on ne parle qu'italien, voire le dialecte de Lampedusa à Lampedusa, eh bien, ils ne vont pas aller à la rencontre des gens qui font ça. Et donc, vous voyez un cortège de journalistes arriver le matin, passer devant vous, courir au port, courir dans tous les sens, faire l'interview du maire, et repartir le soir. Ensuite, Lampedusa est devenue une scène de théâtre politique. Matteo Renzi est venu pour fustiger l'Europe. Ça, c'est bien pour fustiger l'Europe d'aller à Lampedusa, ça, c'est parfait. Le président de la République lui-même est venu pour inaugurer le musée du dialogue et de confiance entre les peuples, qui a coûté des fortunes, qui est mis sur le port. Les artistes, parce qu'il y a des artistes à Lampedusa, puisque par définition on peut devenir artiste assez facilement quand il n'y a pas grand chose à faire et qu'il n'y a pas de culture, donc la culture on l'invente soi-même. Les artistes de l'île n'ont pas été associés, donc on a 3 fois rien à l'intérieur. Ça coûte 15 € l'entrée, donc les gens de Lampedusa, 15 €, je ne vous dis même pas ce que ça représente. Donc il y a ça. Il y a Silvio Berlusconi qui un beau matin arrive. Il y a une scène magnifique. Mais elle est entièrement réelle celle-là. Hein. Il arrive, il a 50 journalistes autour de lui, donc c'est un cortège qui arrive, il se met sur la place centrale de l'île, il fait « Dans 3 jours, il n'y aura plus un migrant ici, j'en fais la promesse ». Donc bon, les gens applaudissent mollement. Et il dit, pour vous le prouver, je vais acheter une maison à Cala Francese, qui est une petite crique de l'île de Lampedusa. Et donc avec les caméras, il fonce. Et effectivement, il achète la maison. Il achète la maison et il dit, moi je suis maintenant sur l'île, je suis avec vous, je suis quelqu'un qui a donc un intérêt à ce qu'il n'y ait plus de migrants sur l'île et que cette île s'en sorte, puisque je suis devenu un Lampedusano. Donc je suis avec vous et c'est dans mon intérêt que Lampedusa s'en sorte. Il est reparti, ils l'ont plus jamais revu, la maison est toujours là, elle est à revendre. Et 3 jours après, il y avait toujours autant de migrants, évidemment. Mais il a toujours fait ça, il a fait ça quand il y a eu le tremblement de terre aussi. Non, mais t'es arrivé en disant on va tout rétablir.
C'est simplement pour dire, c'est pas que Berlusconi. Berlusconi est évidemment l'exemple le plus criant parce que toutes les caméras le suivaient. Mais à gauche, ils ont fait la même chose. C'est que c'est une scène de théâtre politique. Et vous voyez, donc même le pape, hein, le pape, il arrive. Le pape François, il fait mais ça avait dopé l'île, hein, ça avait vraiment dopé l'île. Il avait fait une homélie, un discours très politique où justement il s'était adressé aux gens en disant vous êtes l'exemple, vous êtes la modernité, vous êtes les héros parce que vous accueillez. C'est pour les migrants, c'est pour les gens qui ont accueilli les Non, pour les gens de l'île, pour les gens de l'île qui accueillent les migrants. Et les gens se sont sentis concernés parce qu'il y a quand même une foi, le poids de la religion à Lampedusa est très fort. Ils se sont sentis concernés. Et ils ont cru, et l'été a été fantastique, parce qu'il est venu en juin, et tout le monde s'est dit, ça y est, on a Dieu avec nous. Et donc ? Et c'était en juin 2013, et ce que je vous racontais tout à l'heure, c'était en octobre 2013. Et là, quand il y avait sur le port, pardon, hein, c'est pas que je veux pas épargner, mais les mots ont un sens. Quand il y a sur le port des cadavres de femmes avec des fœtus explosés à côté, des cadavres qui vont rester là pendant 2-3 jours parce qu'il n'y a personne pour vraiment s'en occuper et qu'il faut organiser. Le prêtre qui venait d'arriver dans cette paroisse 3 jours auparavant circulait entre les cadavres en disant « Dieu nous a abandonnés ». Et il est allé dans son église, et toute l'île est allée dans l'église, et il a fait « On ne peut pas s'en remettre à la doctrine classique. Nous devons garder la foi, mais nous devrons la trouver ensemble et autrement. » Et c'est pour dire qu'en fait, ils ne peuvent pas compter sur Dieu tel qu'on l'entend traditionnellement, j'allais dire. Ils ne peuvent pas compter sur les politiques. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et ils se voient à la télévision, ils voient leur île à la télévision, et ils sont à la fois les témoins d'un show dont ils sont les protagonistes, mais invisibles à l'écran. Et je crois que tout ça, c'est tout ça que je voulais montrer pour rendre hommage à ces gens-là. À ces gens qui, par exemple, ils font des matchs de foot avec les migrants qui arrivent. Ils font des matchs de foot, il n'y a pas de terrain de foot. Aujourd'hui, il y en a un, mais pendant très longtemps, c'était une terre où il se passait... Et donc, les migrants disaient, on fait un match Afrique contre l'Europe. Et Lampedusa disait, on n'est pas l'Europe, nous, on est Lampedusa. Parce que dans les cartes, dans les programmes scolaires italiens, sur les cartes de l'Italie ne figure pas Lampedusa. L'Italie s'arrête à la Sicile. Et donc, pour même les gens de Lampedusa sont considérés comme des ploucs par les Siciliens, depuis toujours. Donc il y a quand même, dire qu'il y a une matière romanesque, c'est même pas une matière romanesque. C'est qu'il y a, quand on a un sentiment d'injustice à ce point-là, il faut dire comment vivent ces gens-là, il faut dire comment ils font pour s'en sortir alors que tout est contre eux, et que ce livre, c'est pas un livre de mort, c'est pas un livre défaitiste qui appuie là où ça fait mal. Je n'ai pas utilisé l'humour. Non. Mais j'ai utilisé quelque chose qui était la légèreté. Parce que je trouve que dans ces vies-là, ce qui est intéressant, c'est quand on est dans les ténèbres, comment on fait pour trouver la lumière ? Et ils y arrivent. Et c'est cette tentative d'aller vers la lumière quand tout est obscur qui m'intéressait. Bien. Il est 18h, vous écoutez France Inter ou presque. On va vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Et je vais demander à Édouard de choisir un extrait de son livre, parce que vous êtes comédien aussi. J'ai envie de vous entendre interpréter un extrait. Je voulais choisir, puis j'ai dit non, je vais le laisser choisir. Donc je vais vous donner le temps que des questions soient posées. Vous avez le temps, vous inquiétez pas, on a bien 10 minutes. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Okay. Parfait. Avez-vous des questions à poser ? Je vous donne le livre, bougez pas. Avez-vous des questions ? Je viens vers vous, il y a un micro qui est dans la salle. S'il vous plaît. Il faut qu'Edouard se prépare. J'arrive. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ma question s'adresse à Éric Valmire. Je suis très sensible à ce que vous dites sur la nécessité de raconter les nuances, les zones grises, et à votre volonté de tourner votre regard vers les habitants de Lampedusa dont on ne parle pas. J'aimerais savoir pourquoi, pour vous, ça n'a pas été possible de raconter ça journalistiquement. Est-ce que vous n'avez pas l'espace pour le faire ? Est-ce que les rédactions pour lesquelles vous travaillez ne vous auraient pas laissé partir sur des sujets pareils ? Pourquoi est-on obligé de se tourner vers la fiction pour raconter cette réalité-là ?
Aujourd'hui, je me venge parce que je suis à la direction de l'information de Radio France, donc j'ai enfin le pouvoir. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas une histoire de rédaction qui voudrait pas ou qui n'autoriserait pas, parce que à Radio France, on joue quand même d'une très grande liberté. Et en fait, moi, quand j'étais correspondant en Italie, je l'ai fait assez souvent, ça. C'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas que le problème des rédactions, il y a aussi le problème de ceux qui lisent, qui écoutent et qui j'allais dire, consomment de l'information. C'est terrible, mais tout ce qui concerne l'actualité africaine, c'est sous-traité en France, à part Radio France Internationale, mais dont les 3/4 des auditeurs sont en Afrique. Mais il y a des mots comme ça, actualité africaine, l'Europe, qui n'intéressent pas. On aura l'idée de dire on a envie d'autre chose, on a envie d'une autre information, sauf qu'elle n'est pas consommée. Si on regarde ensuite, si on décide de faire un article sur les habitants de Lampedusa, il ne sera pas lu, ou il ne sera pas écouté. Et donc, la logique des directions de rédaction, c'est évidemment de trouver quand même un canal avec l'auditoire, le téléspectateur ou le lecteur. Et ces questions-là sont très compliquées dans les radios et les télés généralistes et les journaux. En revanche, des gens comme vous qui s'y intéressent vont donc se réfugier dans quelque chose qui est en essor récemment, qui s'appelle les formats longs, les revues. Et des revues qui sont parfois entre littérature et journalisme, qui vont faire des articles de 15 pages, qui seront presque des nouvelles, et qui vont raconter une réalité. C'est ce qu'on appelle la narrative non-fiction, qui était née dans les années 70. Et c'est par ce prisme-là qu'on peut raconter des histoires comme celles que vous mentionnez. Des témoignages, oui, exactement. Par une manière littéraire et en journaliste. Voilà, c'est ça. Ça répond à votre question? Oui. J'arrive. Allez-y, oui. Ça ira plus vite. Merci. Je suis plus littéraire que politique, donc je voulais vous dire que j'ai été très sensible, Monsieur Valmir, à l'expression qui a clos votre intervention à tous les trois, apporter un peu de lumière dans les ténèbres. Et je trouve que vous avez rendu tous les trois un hommage à la littérature dont on dit qu'elle ne sert à rien. J'ai constamment pensé, en vous écoutant, à des références, par exemple l'insoutenable légèreté de Kundera, enfin de Lettres, et aussi à ce livre immense de Vassili Grossman, Vie et destin, dans lequel il y a un personnage, je ne sais plus, il s'appelle le fol en Dieu, qui fait la distinction entre le bien, qui est abstrait, et la bonté. Et en fulgurance, j'ai revu cette page quand vous avez parlé de ce raciste qui, sur le bateau, va évidemment tendre la main à celui qui se noie. Et je trouve que, contrairement à tout ce qu'on peut penser, les artistes, la littérature sont nous en avons un urgent besoin, et je ne penserai jamais que ça ne sert à rien. Voilà. Avez-vous une autre question? Pour Omar Youssef Souleiman, par exemple, qui n'a pas parlé depuis longtemps. Oui, parce que l'information, on va en parler à 19h là-haut, donc je garde un peu de munitions pour tout à l'heure. Oui. Conférence. 55 minutes. Monsieur, allez-y. Ouais, une question pour Omar, justement. Allons-y. Vous avez parlé de la formation de modèles politiques. D'abord Oussama Ben Laden, visiblement quand vous étiez adolescent. Et après, la révolution syrienne a éclaté quelques années plus tard. Je voulais savoir comment ce modèle a évolué et pourquoi. Et aussi, pourquoi ça, c'est pas possible de le raconter dans un reportage et qu'il faut l'écrire. Vous voulez dire comme cette histoire en général, pourquoi c'était pas possible de raconter que dans un reportage? Parce que d'abord, en fait, honnêtement, je ne sais pas. Mais
Pour moi, en fait, raconter une histoire qui a duré... Par exemple, quand je suis arrivé en France, j'ai rencontré beaucoup de journalistes qui m'ont proposé de raconter mon histoire soit en Syrie, soit en Arabie Saoudite, par rapport à des interviews, c'est-à-dire aux télé, ou dans la radio, ou dans les journaux. Mais là, je trouve raconter une histoire comme un reportage ou selon une interview, ça va... comment dire, je pense que l'histoire qu'on a vécue, elle mérite mieux que ça. Et je pense que la littérature est beaucoup plus profonde et puis on peut y aller beaucoup plus loin. Et on peut aussi, je pense qu'on a deux types des écrivains. On peut écrire pour s'amuser, ou il y a des autres gens qui écrivent pour exister. Alors personnellement, moi j'écris pour exister. C'est-à-dire la création pour moi, la langue, c'est vraiment un nouveau refuge ou un nouveau exil après tout ce qu'on a perdu, en Syrie. Donc écrire un reportage, je trouve pas que c'est vraiment une création où je peux trouver mon existence là-dedans. C'est pour ça que j'ai choisi la littérature. Après, j'écrivais auparavant la poésie en Syrie, et ici aussi, mais bien sûr, je ne peux pas écrire cette histoire par rapport à un poème ou un robot. C'est pour ça que j'ai choisi un récit. Tu vois. Oui, et puis justement, j'ai l'impression, quand vous dites mon modèle politique, c'est Oussama Ben Laden, quand on l'entend comme ça, à brûle pour point, en fait, ça peut poser des questions, peut-être voire choquer. Alors qu'il y a des explications qui sont tout à fait rationnelles et qu'il faut développer, en fait. Bien sûr, pour comprendre ça, c'est quelque chose de choquant. Mais pour comprendre comment et pourquoi Oussama Ben Laden, il faut comprendre tout le contexte autour. Comment on vivait dans le monde arabe à la base, à la fin de 2001, comment la société saoudienne était, et dans quel contexte, dans quelles conditions, etc. Et ce que je raconte dans le livre. C'est pour ça qu'il faut acheter le livre, tu vois. Sinon, je vais pouvoir raconter. C'est obligatoire. Non, je voulais simplement ajouter quelque chose à la question qui m'était posée tout à l'heure, mais c'est très court, c'est que elle ne m'écoute plus, donc je le parlerai tout à l'heure. Mademoiselle, s'il vous plaît. Non, simplement je voulais ajouter quelque chose à la réponse de tout à l'heure. C'est que on peut faire les reportages que vous dites sur la vie des gens de Lampedusa, on peut les faire, et on les fait. Mais ils ne sont pas visibles très souvent aussi, outre le problème que j'ai mentionné tout à l'heure. On est aujourd'hui dans un monde où on ne va plus à l'information vient à nous. Elle vient à nous par les smartphones. On est tout le temps avec des flux de notifications. Et donc, ce qu'on va faire comme ça ne va pas sortir et va rester noyé. Parce que ce qui va intéresser, c'est le gros titre, la une, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et donc tout ça, ça n'émerge pas. Toutes ces questions-là, toutes les questions qui nous intéressent, qui vous intéressent là, comme ça, elles vont rester à un niveau en dessous des radars. C'est vous sur la couverture du livre, Omar ? C'est moi à l'âge de 10 ans. Vous êtes super beau. C'est le choix de mon éditrice. Merci. Vous êtes trop mignon. Merci, moi aussi je vous aime. Vous avez bien changé. C'est à l'âge de 10 ans, c'était mon éditrice qui l'a... Voilà, c'est vrai c'est l'édition, quoi. Bien. Et tout est perdu, je garde le grand de beauté qui est toujours là. Voilà. Merci. Gardez-le. Une question ? Oui, mademoiselle. Ah, vous êtes deux. Hop. Battez-vous. Non, allez-y, commencez. Non, on ne va pas se battre. En fait, non, je voulais juste peut-être faire une remarque parce que je suis un peu étonnée qu'on soit étonné qu'il ait eu comme modèle Oussama Ben Laden. Et je voulais dire, il faut effectivement essayer de replacer tout ça dans un contexte. Quand on prend les relations asymétriques entre le Nord et le Sud, il y a beaucoup de gens dans ces pays-là qui considéraient effectivement que Oussama Ben Laden était le sauveur. C'est vrai, il y a, comme tu as dit, il y a eu une exagération des médias. Mais pas tant que ça. Les médias ont bien sûr exagéré, mais les gens n'attendent qu'à un moment donné quelque chose qui leur permette d'avoir un espoir. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est pas fondé? Effectivement, moi je pense pas qu'il était le modèle parce qu'il tue, comme vous avez dit, parce qu'il a tué des gens ou parce qu'il veut tuer des gens. Il était le modèle parce que c'est quelqu'un qui a eu l'air ou qui a donné l'impression qu'il s'oppose à un système de domination. C'est tout simplement ça. C'est comme aujourd'hui, il y a plein de gens, moi je viens du Cameroun aussi, qui sont contents, c'est triste à dire, hein, franchement, c'est terrible, c'est triste, qui sont contents de ce qui se passe avec Boko Haram. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont vécu des décennies de mépris et qui se trouvent maintenant face à quelqu'un ou un groupe qui semble leur tendre la main. Le temps qu'ils se rendent compte que c'est une erreur, c'est trop tard et ils sont déjà embarqués. C'est ce qui se passe, oui. Voilà. Merci pour cette intervention. Mademoiselle Devance. J'avais une question pour Édouard Elvis. Vous évoquiez tout à l'heure le travail de documentation pour le premier et deuxième volet, en sachant que
le contexte de vos récits est de la pure fiction, même si évidemment on retrouve ces contextes-là dans plusieurs pays africains. Mais comment vous avez nourri du coup vos récits? Est-ce que vous êtes allé à la rencontre de personnes? Est-ce qu'il y a des témoignages? Voilà, tout le travail de documentation. D'accord. Alors, j'ai jamais rencontré d'enfants soldats avant d'écrire. Enfin, j'ai jamais. Peut-être plus tard, j'en ai rencontré un qui m'avait dit bon voilà, je l'ai été, mais j'ai jamais rencontré d'enfants soldats. Alors, j'ai souvent besoin juste de quelques éléments, c'est-à-dire que je peux rentrer, lire peut-être des études, des rapports de l'UNICEF, je sais pas moi, des publications, des articles et tout le reste. Je peux saisir juste un élément et à partir de cet élément-là, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur la poupée Barbu, je me suis rendu compte qu'en fait, et bien sûr, ils le disent tous, que en fait, ces filles ne sont pas des soldates. C'est pas elles qui vont au front. C'est des objets sexuels à la solde des commandants, c'est des esclaves, des bonnes à tout faire. Donc voilà, rien que parce que j'ai cet élément, ça me permet de traiter de la question du genre. Alors je ne m'arrête pas au niveau de la guerre, je peux prendre la question du genre ou la question du viol. Je la situe dans un contexte de guerre, mais ça parle du viol en général. Donc voilà, c'est un peu... Et là, justement, c'est ma liberté d'auteur et de création que je mets en exergue. Je me dis, je ne m'arrête pas à l'élément que j'ai, j'exagère un peu, je peux parfois caricaturer, je peux parfois m'amuser à détourner la réalité ou à inventer des choses ou installer des choses qui me sont propres ou qui me parlent personnellement et qui parfois n'ont même rien à voir, mais des petites digressions que je mets comme ça. Voilà. Une dernière question, mademoiselle. Du coup, je me suis habitué, c'est confortable, il y a quelqu'un qui passe. D'habitude, c'est moi qui passe. Allez-y. J'ai une question sur le processus d'écriture. Vous trois avez décidé d'écrire des livres qui se basent sur des faits réels. Moi, je me pose la question, à quel moment, dans le processus de création, on décide de conserver des éléments du réel, des faits, et à quel moment on décide de basculer dans la fiction, et quel est le risque de ça, puisque à partir du moment où on se base sur des faits qui sont réels, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de confusion entre les faits réels et la fiction, et est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de traduire un certain nombre d'interlocuteurs qui sont eux bien réels, qui ont des histoires bien réelles, et qu'on peut éventuellement adapter sur certains points. Et de déformer l'information. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est toute la question de ce débat. Exact, très bonne question. Très court, je pense que ça dépend de la situation de notre situation aujourd'hui, parce que par exemple, moi j'ai quitté tout, c'est-à-dire je vis en France, je suis seul, toute ma famille sont là-bas en Syrie. Eh bien, je veux dire que même quand j'étais en Syrie, j'étais dans certaines sortes, j'étais comme un exilé, c'est-à-dire j'étais abandonné par rapport à ma famille à cause de mes idées. Donc raconter cette histoire, dire que j'étais ex-musulman, je suis un apostat, je suis athée, etc. Je suis contre le régime, je suis contre l'Arabie Saoudite, tout ça. Je m'en fous de tout le monde, c'est-à-dire je raconte tout, j'ai un espace de liberté. C'est pour ça que je suis en France, je suis ici, parce que je trouve le moyen, c'est la seule raison qui me donne le courage pour rester ici. C'est-à-dire je vis comme je veux, j'écris comme je veux, et je D'accord, une espèce de liberté. Alors le deuxième risque, pardon, la deuxième partie, pardon, c'était quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déformer la réalité, de déformer l'information finalement? C'est la confusion entre ce qui est réel et puis la c'est le fameux débat sur les romans fiction qui se basent sur des faits réels. Ça dépend ce qu'on doit choisir. C'est pour vraiment formuler un livre, enfin qu'il soit un beau livre pour le lecteur. C'est-à-dire on ne peut pas raconter tout, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que, personnellement, ce que je suis. Mais pour écrire une fiction, moi je ne peux pas écrire une fiction totalement fiction. C'est-à-dire il faut vraiment vivre l'expérience, vivre l'histoire. Et selon de cette histoire, peut-être je peux écrire, je peux ajouter des événements, etc. Mais il faut toujours une vraie histoire qui m'inspire. Voilà. On a reproché beaucoup au cinéma avec les biopics, notamment, de transformer la réalité en faisant une histoire romanesque, finalement, portée à l'écran. Éric Valmire. Alors moi, c'est totalement différent parce que, en fait, il y a eu un débat avec l'éditeur d'emblée sur est-ce qu'on en fait un essai-reportage ou est-ce qu'on en fait une œuvre de fiction. Et moi, je me suis bagarré pour que ce soit un roman. Parce que dans le roman, dans l'essai-reportage, les interviews, les témoignages
vont avoir quelque chose d'assez clinique, froid. Or, ce qui est intéressant en fait dans le témoignage et dans l'interview, c'est ce qu'il y a entre les lignes. C'est ce qui n'est pas dit. C'est ce qui est profondément pensé et ressenti. Et pour ça, il faut avoir un lien de confiance avec la personne avec qui on est. Donc c'est un contrat que j'ai passé avec eux. J'ai fait lire. Il y a des passages qui sont surtout sur les... Par exemple, quand je parle du maire, du médecin de Lille, enfin les personnages réels, tout ce qui leur est prêté comme propos existe à la virgule près. Ils sont enregistrés, ce sont des interviews que j'ai faites, donc c'est à la virgule près. Ce sont des réactions dans le journal. Tout ça part de quelque chose de vrai. Ensuite, quand je vous ai dit que j'étais allé là-bas 3 semaines pour ressentir, c'est ça. Mon personnage, il est basé à partir de mes sensations et des sensations que j'ai perçues chez tous les gens que je connais. Et c'est toutes ces sensations, toutes ces interviews de gens qui finalement ne sont pas cités dans le livre, à qui j'ai donné d'autres noms. Parfois des personnages sont simplement 3 personnages réunis en un. Et c'est surtout une ambiance, une atmosphère de l'île que j'ai voulu rendre. Et avec un essai, c'est pas possible. Parce que le journalisme demande d'être précis, toujours, clinique, de sourcer. C'était pas intéressant. Puisque ce que je voulais illustrer, c'était le ressenti, tout ce qu'on ne pouvait pas dire, encore une fois. Donc ça a été un travail un peu dingue, d'ailleurs. Mais il y a un risque ou pas de déformer? Alors là, pour le coup, non, puisque d'après ce que vous dites... Là, c'était tellement serré, c'est une île que je connais tellement bien, ouais. Je l'ai fait lire aux gens qui pourraient s'en offusquer, même si beaucoup ont trouvé... Parce qu'à Lampedusa, tout ce qu'on fait sur eux, c'est nul, hein, il faut le savoir. Il y a eu un film qui était magnifique, qui a eu l'Ors d'Or de Berlin... non, Fauco Amare. Fauco Amare et Respiro a été fait il y a quasiment 20 ans maintenant presque. Mais c'était aussi sur Lampedusa et évidemment sur l'île, c'est nul. C'est pas bon. Tout ce qu'on dit sur eux, eh bien, oui, parce que pour eux, c'est on cherche à les utiliser. Et même quand on veut défendre leur cause, ils n'ont pas envie. Laissez-nous tranquilles. Voilà. Ils ont peur toujours du cliché ou de la caricature. Donc c'était le seul risque, mais ils ont dit c'est bon, ça va. Donc à partir de là, je m'en suis satisfait. Mais là, dans le prochain roman que j'ai écrit là-dessus, que j'écris en ce moment, certainement par opposition à cette matière qu'il a fallu quand même travailler à partir du réel, c'est totalement onirique. Là, je suis parti sur un truc qui est de l'imaginaire. Je veux me décrocher du réel et du journalisme, et je suis en train d'écrire quelque chose... qui est un peu dingue, mais bon, on verra ça par ça. On verra ça plus tard. Merci beaucoup à tous les 3. Oui, madame, vous avez une question? Non? Oui, non, bien sûr, je n'ai pas oublié. C'est bien. C'est toujours bien d'avoir un garde-fou. Allons-y. Édouard Lévis. Ah, pour la lecture? Oui. Bon, j'ai hésité entre 2 parties. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Allez-y. Donnez tout ce que vous avez. Soyez libre. Pourquoi moi je dois jouer au 101 Dalmatien ou à la bonne ou à la cuisinière pendant que vous jouez à la guerre? Pourquoi c'est seulement vous qui devez aller tuer les Mungelengele comme s'ils sont votre gibier à vous seuls, vos ennemis à vous seuls? Vrai. Entre vous et nous, qui doit tuer les Mungelengele plus que qui? Qui doit se venger des Mungelengele vrai? Ils vous ont fait quoi, les Mungelengele? Ils confisquent le pouvoir que vous dites. Ils gèrent le pays que vous dites. Ils trichent aux élections que vous dites. Ils s'enrichissent que vous dites. Mais est-ce que ça vous fait mal là où vous faites pipi quand ils confisquent le pouvoir? Est-ce que ça vous fait mal là où vous faites caca quand ils gèrent le pays Est-ce que le sang coule là où vous faites pipi caca quand ils trichent aux élections? Est-ce qu'une vilaine chose entre dans votre ventre ou dans votre sang quand ils s'enrichissent? C'est nous qui devons nous venger des Mungelengele. Je veux aussi aller au front pour me venger des Mungelengele. Vous les tuez vous, mais vous ne savez même pas les tuer. Quand vous les attrapez, mais pourquoi vous les tuez direct? C'est pas bon de les tuer direct. Si nous les filles, on les attrapait, on n'allait pas les tuer direct. On allait d'abord les mettre à 4 pattes, comme des chiens, comme des chats, comme des chevaux.
Et on allait prendre des grosses branches ou des pilons ou nos calages pour jouer à saut-au-mouton avec leur derrière avant de les tuer. Et après les avoir tués, pour voir s'ils sont morts vrai, on n'allait pas couper leur cou comme vous. Nous, on allait couper leurs couilles, leurs gros machins qu'ils ont entre les jambes là, pour que même en enfer, ils ne jouent plus jamais à saut-au-mouton avec les petites filles. Voilà. Voilà. Édouard Lévis, la poupée barbue. Et vous pouvez retrouver tous les livres de nos invités à la librairie juste derrière, avec Sophie Todescato, que je connais bien, qui fait la librairie francophone avec moi de temps en temps, et Eric Valmire qui va signer. Merci Omar, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Emmanuel, merci. Écoutez Radio France, parce que la meilleure info c'est sur Radio France et sur RFI. Et puis je vous retrouve dans la librairie francophone. Moi je vais m'en aller parce que c'était ma seule journée. Je vous remercie beaucoup. J'ai été ravi de revenir ici. Je reviens chaque année. C'est un grand plaisir à chaque fois. La librairie francophone demain à 15h sur France Inter. En version télé maintenant, vous le savez, sur TV5 Monde, dimanche à 19h. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Et Eric Valmire, à 19h ce soir, avec notre conférence sur l'information. En fait, oui, c'est à 19h tout à l'heure, mais peut-être que vous avez votre dose, mais voilà.